Bonjour à tous. Oula, je vois qu'il y en a certains que j'ai réveillés, désolé. Heureusement qu'on n'est pas après le repas. Merci à tous d'être venus participer à notre deuxième conférence. Aujourd'hui, nous sommes sur le thème des 3 piliers pour rendre votre structure plus attractive. Je pense que ça va surprendre personne. Alors, j'aime bien me faire un petit sondage avant de démarrer. Est-ce que en levant la main, vous pourriez nous dire voilà, qui aujourd'hui est membre ou dirige un SAD? Qui dirige ou est membre d'un SIAD? Ok, on n'a pas le SIAD. Qui est intervenant? Qui s'est déjà posé des questions? Et un aidant. Merci madame, il y a des aidants. Merci. Qui s'est déjà posé la question d'une transformation d'organisation de sa structure? Ok, c'est intéressant. Très intéressant. Merci à tous. L'idée pour nous, c'est de... Évidemment, nous, on pouvait lever la main. Trois piliers essentiels pour justement vous démarquer et attirer des talents. Aujourd'hui, on va justement parler un petit peu de transformation organisationnelle au niveau de la structure, premier pilier. On va parler également de valorisation et de voir de quelles initiatives innovantes de formation on peut mettre en place pour rehausser la reconnaissance des talents qui sont membres de vos équipes. Et puis également, tous les aspects technologiques, comment est-ce qu'on peut investir dans les outils numériques pour justement faciliter le travail quotidien et surtout améliorer la communication pour faciliter l'expérience de vie des usagers qui sont pris en charge. Alors avant de démarrer, je vais proposer un petit tour de table. Voilà, est-ce que Sylvie peut-être voulait bien commencer pour vous présenter et puis après on démarrera les questions. Alors bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors je suis Sylvie Gomez de Sa, responsable de secteur à âge et domicile interservice. Nous avons 3 antennes à Saint-Mandé, à Nogent-sur-Marne et à Paris dans le 11e arrondissement. Et nous sommes un SAD, une association SAD, service d'aide à domicile. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Olivier Muller, je suis franchisé de l'enseigne APEF à Rouen depuis 12 ans. Voilà, enseigne nationale et également transformée sur le dispositif des équipes autonomes depuis 5 ans. Bonjour, je suis Clément Saint-Olive, je dirige un service d'aide à domicile à Paris que j'ai cofondé il y a 7 ans en partant directement sur un modèle d'équipe autonome. Donc ça fait 7 ans qu'on travaille en petite équipe. Voilà, je vous raconterai. Et Cyril? Bonjour, donc je suis Cyril Bouchet. Je suis président cofondateur de Xelia, donc qui vous accueille pour cette conférence et qui vous accueille bien volontiers sur le stand juste derrière pour illustrer un peu ce dont on va parler tout de suite. Eh bien, merci à tous les 4 d'être présents pour participer à cette conférence. Alors, on va commencer par toi, Clément. Globalement, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi peut-on considérer qu'il est essentiel de transformer son organisation et du coup, pourquoi tu as voulu commencer directement l'activité sur ce modèle d'organisation? Merci pour cette question. En fait, nous, ce qu'on constate chez Allenvie, il y a 7 ans quand on a démarré et aujourd'hui, c'est que les auxiliaires et les coordinateurs, responsables de secteur, n'ont plus envie de travailler en pyramide. Les souhaits, c'est de se connaître, de travailler ensemble, de partager ses pratiques et puis de pouvoir que les professionnels de terrain puissent faire des choses, notamment sur le planning, sur le recrutement. Donc nous, le point de départ, c'est vraiment une demande des professionnels, tant les auxiliaires que les encadrants. Et puis nous, on a fait ça parce qu'on trouve que c'est plus agréable en fait de travailler comme ça. Ça a du sens de travailler avec chacun qui a un pouvoir d'agir sur son planning. Donc, je dis ça au départ parce que vraiment avant, je vais parler d'absentéisme et de turnover, avant le côté un peu rationnel du secteur en souffrance, on a constaté qu'en fait c'était plus sympa, c'était plus agréable de travailler avec de l'autonomie, du pouvoir d'agir,
notamment quand on parle de trucs un peu compliqués. Comment on recrute quand il n'y a personne qui veut faire le métier, comment on fait un planning quand c'est hyper chaud. C'est plus agréable de le faire ensemble que pas ensemble. Après, sur le secteur, nous, on a aussi vu, il y a 7 ans, mais toujours pareil, qu'il y a beaucoup d'absentéisme, beaucoup de turnover. Alors, il n'y a pas trop de chiffres officiels, mais en tout cas, sur l'absentéisme, on voit qu'on est entre 15 et 20%, sûrement dans le secteur. Il y a quelques chiffres qui parlent de 15% d'absentéisme dans le secteur. Et l'absentéisme, alors le turnover, il dépend beaucoup des régions. Mais en tout cas, il est très fort, on le constate tous. Il n'y a pas de moyenne, mais en région Île-de-France, je pense qu'il est autour de 50%. C'est-à-dire qu'il y a 50% des effectifs qui s'en vont dans une année, qui est renouvelé dans une année. Autant dire énorme. Nous, c'est le même turnover qu'on a chez Allenvie. Je vais vous raconter pourquoi on n'a pas trop réussi à faire bouger les lignes autant qu'on aimerait. Voilà. Et puis, la dernière raison peut-être, je ne vais pas prendre trop de temps, mais c'est que la qualité de l'accompagnement, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Les accompagnements sont complexes. Et en fait, on accompagne mieux quand on est en lien avec d'autres auxiliaires, qu'on peut partager ses pratiques, se remettre en question. Et donc, quand il peut y avoir du partage possible sur quel est l'accompagnement je mène auprès de telle personne âgée. Voilà, et donc juste en 2 mots, je ne m'étends pas trop. Et donc nous, riches de tout ça, on s'est dit mais il faut pouvoir rompre l'exercice solitaire de l'auxiliaire et créer des petites équipes de terrain. Et ces petites équipes, elles sont déjà là pour partager les choses, leurs galères, leurs joies, leurs pratiques, et aussi faire des choses, notamment faire le planning, le recrutement et d'autres choses. Ça change vachement l'ambiance déjà au sein d'un service, puisqu'en fait on est tous collègues et on participe tous ensemble à la même chose. Il n'y a pas un décideur, un exécutant. Ça, c'est la première chose que ça change. Nous, on a vachement fait bouger l'absentéisme. On a un absentéisme très faible chez Allenvie. On est entre 5 à 7%. Ce qu'on croit, c'est que au sein d'une petite équipe, si ça ne va pas, on peut plus facilement en parler parce qu'on se voit tous les 15 jours. Donc si on galère à se casser le dos, si on galère psychologiquement dans un accompagnement, on a l'occasion d'en parler avant de craquer, de se mettre en arrêt. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit qui change finalement pas mal de choses. Ce qui a changé aussi, c'est les accompagnements. Ça se passe beaucoup mieux. C'est difficile à mesurer. On a une satisfaction qui est bonne, mais ce qu'on ressent, c'est que, pareil, quand on est en galère dans un accompagnement, le fait d'échanger, on va trouver des solutions. Par contre, c'est pas magique. Sur le turnover, je sais pas trop ce qu'on a réussi à faire. On a du mal à se comparer, mais on a toujours un turnover très fort. On a aussi un turnover de 50% chez Allenvie. Et presque parfois le modèle d'équipe autonome, il vient parfois même accentuer le turnover parce qu'on arrive à attirer des super profils dans ce modèle d'équipe. Mais le métier d'auxiliaire avec son salaire encore pas très élevé en région parisienne, ça reste dur, même en équipe autonome. Et donc, on voit qu'il y a encore beaucoup à faire, notamment sur les conditions salariales, je pense. Pas que, mais notamment là-dessous. Ce qu'on a fait un petit peu, parce que comme on transfère des tâches de coordination, on peut garantir plus facilement le temps plein, on peut un peu mieux rémunérer, mais c'est juste un peu. Ça change pas tout. Voilà, un peu en quelques mots. Très clair, merci beaucoup. C'est vrai que quand on a préparé cette conférence, l'un d'entre vous, je me souviens plus, évoquait le fait qu'on était presque en situation de plein emploi. Et donc en fait, c'est très facile, entre guillemets, pour un intervenant, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, de tout d'un coup dire je change, parce qu'en fait, je vais trouver très facilement à côté. Donc forcément, dans vos préoccupations du quotidien... En région parisienne, en tout cas. En région parisienne. Différent, forcément, en région parisienne, encore plus accentué. Olivier, de nouveau, quand on a préparé cette réunion, tu nous as cité ta phrase fétiche qui dit « il faut apprendre à désapprendre ». Est-ce que tu peux nous partager également ton retour d'expérience sur la transformation que tu as engagée dans ton organisation ? Oui, alors cette phrase, elle résonne parce qu'il y a 5 ans, lorsque j'ai décidé d'inverser la pyramide, je me suis retrouvé avec mon équipe sur un parcours avec le collectif L'Humain à bord, un parcours de transformation. Et avec 4 autres services d'aide à domicile de Rouen d'ailleurs, dans l'un d'eux qui est là aujourd'hui. Et en fait, je m'imaginais me retrouver dans une salle avec un pupitre, un PowerPoint, et là on s'est retrouvés en cercle, on était une 50aine, il n'y a pas de PowerPoint, et on nous a dit voilà, bonjour, ceci n'est pas une formation mais une déformation. Et là, le ton était donné.
voilà, t'ont été donnés parce que le fil rouge en fait d'une transformation, c'est pas tant sur l'acquisition de savoir-faire, c'est sur un changement de posture et surtout à réapprendre sa relation à l'autre. Voilà. Parce que, en fait, alors sans faire mon psychologue et mon sociologue à 100 balles, mais on nous apprend culturellement, à travers l'éducation, l'école, à avoir une relation parent-enfant. C'est comme ça, avec une relation de force, l'aspect compétition qu'on retrouve un peu partout et dans le monde de l'entreprise, ce qui fait qu'on se retrouve dans une relation donneur d'ordre, exécutant. Dans notre métier, les exécutantes, ce sont les auxiliaires de vie qui, dans un modèle classique, en fait, on leur fait subir du planning. Avec toute la bienveillance et le respect que l'on veut, elles subissent leur planning, elles exécutent. Voilà. Donc l'idée, c'est de passer d'une posture parent-enfant à une posture adulte-adulte. Et ça, c'est pas simple, parce que dans notre pays, on n'est pas habitué à ça. Et ça demande vraiment de faire plusieurs petits pas de côté. Voilà. Donc pour le coup, le chemin de la transformation, c'est surtout acquérir des outils et des changements qui sont liés à la relation à l'autre. C'est, alors par exemple, travailler son écoute, et l'écoute active, pas l'écoute pour répondre, l'écoute pour comprendre. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a interpellé, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quelques semaines, notre ministre de l'Éducation est allé faire un petit tour au Danemark. Il est revenu qu'une bonne idée, ce sont les cours d'empathie à l'école. Tout ça, ce sont des outils, je pense, qui commencent à arriver dans notre pays, qui étaient dans les pays scandinaves. Et dans cette transformation, on doit acquérir ces outils-là pour créer beaucoup plus de démocratie et un lien fort avec les autres. Donc on nous apprend à bien écouter, on nous apprend à travailler la communication non violente, la CNV, on nous apprend à faire des moments d'inclusion, de météo, démarrer une réunion, comment ça va, le ressenti, les besoins. C'est pas être bisounours, c'est vraiment savoir dans quel état d'esprit, dans quel état mental est le salarié avant de démarrer. Voilà, ce sont vraiment des gros changements qui sont progressifs et en fait qui créent les conditions de changement de posture entre la hiérarchie, entre guillemets, l'équipe encadrante et les auxiliaires de vie, qui créent un vrai terreau qui permettent d'avoir un vrai climat de confiance pour créer l'initiative et créer, on va dire, un début d'autonomie. Voilà. C'est pas simple, il y a beaucoup de freins, mais finalement, au fur et à mesure des semaines et des mois, les encadrants commencent à lâcher prise, parce que le vrai enjeu pour les encadrants, c'est lâcher prise sur le contrôle et la relation au pouvoir, de décider de tout, ou de tout porter. Moi, en tant que dirigeant, je portais trop de choses, voilà. En tout cas, c'était mon cas. Et également aux auxiliaires de vie de se faire confiance, à prendre des initiatives, à pouvoir gérer leur planning individuellement, en équipe, mais également prendre des décisions avec les bénéficiaires, les parties prenantes. Voilà, et tout ça, ça doit infuser, et c'est un vrai fil rouge où on déconstruit beaucoup de choses qu'on nous a appris depuis tout petit, et dans le monde de l'entreprise. Et sur ces parcours, en tout cas, avec le collectif Lumen à bord, on a travaillé ça. Jusqu'à ce que, progressivement, on sectorise, on crée des équipes autonomes, etc., et en moins de 2 ans, je peux parler un peu de résultats sans rentrer dans les détails, mais nous, ça a été assez incroyable, au-delà du fait qu'on a créé il y a un vrai dialogue social qui a été renoué dans l'entreprise. En fait, les salariés ne se connaissaient pas. Enfin, même moi, je ne les connaissais pas vraiment. Quelques statistiques, même si je n'aime pas trop m'attarder là-dessus. L'absentéisme, je sais qu'on avait été audité par la CNSA, en moins de 2 ans, on avait réduit les arrêts maladie de 30%. On a réduit l'absentéisme non justifié de 70%. Le turnover, on l'a divisé par 2. Aujourd'hui, il est stabilisé à 25-30%. Quand la profession paraît-il, était à 50%, mais j'ai le sentiment qu'on est plutôt entre 50 et 100%. Nous, on le maintient à 25 et 30. Parce que le modèle, j'en reparlerai après sur la marque employeur, le modèle attire. Donc non seulement on attire les talents, mais on sait les garder avec ce modèle-là. Et alors la dernière statistique qui était la plus compliquée et sur laquelle on n'était pas bon depuis des années, c'était la sinistralité, les accidents du travail. On a augmenté tous les ans jusqu'il y a 2 ans. Et alors là, un truc de dingue, l'année passée, on a divisé par 4 les accidents du travail. Alors, parce qu'on a fait de la formation, de la prévention des risques pro, mais je pense que les équipes autonomes, avec l'aspect tutorat,
qui sécurise un maximum les interventions sur les bonnes pratiques posturales, donc éviter de se mettre en danger physique, mais également la charge mentale, échanger avec ses collègues sur les difficultés avec une bénéficiaire, etc. Et ben, tout cet aspect tutorat qui devient une vraie culture d'entreprise chez nous, je pense, a fait baisser fortement la sinistralité. Les seuls accidents du travail qu'on a quasiment aujourd'hui, ce sont des accidents de trajet. Voilà. On a eu cette année, pour 70 salariés, 400 bénéficiaires, on a eu, encore en 2023, on a eu un seul accident du travail dans le domicile. Voilà. Et ça, pour moi, c'est une vraie réussite et j'en suis très fier. Voilà pour l'aspect impact. Très bien, merci beaucoup Olivier, c'est très inspirant et en même temps très précis, parce que je pense qu'on a toujours besoin aussi de ce concret pour se rendre compte effectivement si ce modèle fonctionne. Alors Sylvie, vous n'êtes pas forcément organisée sur le modèle des équipes autonomes. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que ça vous interroge? Vous êtes peut-être en chemin, vous mettez peut-être des initiatives en place. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui est en place dans votre structure? Est-ce que vous pensez de ce modèle d'organisation? Alors, par rapport à mon avis, j'ai un avis très favorable là-dessus. J'avais déjà entendu parler du modèle Buurtzorg, du modèle néerlandais, et je sais que beaucoup d'employeurs s'en inspirent. Donc, je trouve ça vraiment bien de pouvoir associer la proximité et l'autonomie dans les équipes. Donc, bravo. Après, effectivement, nous, on n'est pas encore lancé sur cette organisation d'équipes autonomes, mais on fait quand même attention à certaines choses. Alors, moi, ça fait 13 ans que je suis responsable de secteur, et effectivement, j'ai eu des moments où c'était vraiment très compliqué, avec beaucoup d'absentéisme. Donc il a fallu un petit peu réfléchir à comment pallier à tout ça. Donc j'ai envie de parler de mon rôle en tant que responsable de secteur. Je pense qu'il est vraiment important d'essayer d'entretenir une bonne relation entre la responsable de secteur et les intervenants à domicile. Il faut qu'elles aient confiance en nous, il faut qu'elles puissent savoir qu'on les écoute, qu'on est là pour les écouter, et aussi qu'on les considère. Donc pour ça, ça fait quelques années maintenant qu'on implique tous les intervenants à domicile dans l'élaboration des plannings. On se rend compte qu'imposer, ça ne marche pas toujours en fait. Donc on fait avec elles, on essaye aussi de réduire les temps de déplacement entre chaque mission, c'est très important, et aussi de créer des plannings, si je puis dire, sur mesure. Alors je vais vous donner un exemple. Corinne, qui est employée à domicile, habite à Champigny-sur-Marne. On a réussi à lui créer un planning uniquement avec des bénéficiaires qui habitent justement cette ville-là. Ça lui permet le matin de déposer son enfant à l'école sans être stressée, mais aussi quand il y a une grève, elle peut continuer à aller chez ses bénéficiaires sans être embêtée par les transports en commun. Donc on s'est rendu compte qu'en prenant en compte vraiment tout ce que, les demandes de nos intervenantes, que ça permettait un meilleur équilibre vie pro, vie perso, et aussi une meilleure relation avec la responsable de secteur et ses intervenants à domicile. Au niveau du turnover, donc je te rejoins, effectivement, nous on est à 50% aussi, ça c'était en 2022. On constate quand même une baisse de 8% cette année, année qui n'est pas terminée, donc il faut quand même vérifier. Voilà. Super, merci beaucoup pour ce retour, et on voit que voilà, il y a toutes les sources d'inspiration et d'action pour favoriser l'autonomie et être à l'écoute des besoins justement des intervenants. Alors Cyril, dans notre rôle, à nous en tant que Xelia, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment on se positionne, notre retour d'expérience, et si tu devais finalement essayer de rassurer en quelque sorte des gens pour lesquels ce type d'organisation pourrait peut-être faire un petit peu peur, qu'est-ce que tu leur dirais ? Alors déjà, ce que je dirais, c'est qu'on s'est nous-mêmes transformés. C'est-à-dire que Xelia, depuis 2001, fonctionne en mode équipe autonome. Donc on sait de quoi on parle de ce côté-là et les effets bénéfiques que cette transformation a. Ensuite, j'ai trouvé les intervenants très, très éloquents, à la fois sur la justification humaine de cette transformation, puisque vous êtes dans un métier qui est très humain. Et c'est toujours gênant que l'organisation se comporte de façon un peu parfois inhumaine. Et donc par souci de cohérence, pour faire en sorte qu'un métier de vocation n'amène pas les intervenants à justement perdre leur vocation,
voilà, ça peut être vraiment intéressant d'introduire des façons plus humaines de gérer les choses. Et ensuite, on a entendu aussi finalement des arguments économiques, un turnover très élevé dans le métier, de l'absentéisme. Et le coût du turnover, le coût de l'absentéisme est très certainement sous-estimé. En fait, il y a un véritable cercle vicieux du turnover qui s'instaure parce que plus il y a turnover, plus les gens partent, plus il faut passer du temps à recruter et moins on a de temps finalement pour s'occuper des clients, pour s'occuper des intervenants. Donc le coût devient énorme. Donc voilà, donc ça fait vraiment deux raisons et que pour moi je concilie tout à fait en fait plus d'humains pour de meilleurs résultats économiques. Voilà. Alors nous en tant que Xelia, comment est-ce qu'on intervient là-dedans? Alors déjà on est vraiment partenaire du métier et de ces transformations. Donc on s'est posé la question comment on pouvait vous aider à finalement attirer et fidéliser les collaborateurs, les salariés, les intervenants. Et donc là-dessus, c'est pour ça que nous ne sommes plus seulement éditeurs, mais également accompagnateurs et formateurs. Et cette partie accompagnement et formation, elle est tellement importante qu'on l'a symbolisée au sein d'une équipe autonome avec une nouvelle marque qui s'appelle Amaltia. Et on fait déjà beaucoup d'accompagnement dans le cadre de la transformation Ma Santé 2022, où, comme vous le savez, on gère des grappes de clients pour lesquels on a monté les dossiers de financement et on accompagne aux nouveaux usages. Et dans ce contexte-là, notre ambition, notre vision, en fait, c'est que pour aider à la transformation des façons de travailler, alors que ce soit équipe autonome, ou on peut parler aussi des services autonomie à domicile, il est vraiment intéressant, l'union faisant la force, d'avoir une approche territoriale pour qu'un ensemble de structures qui souhaitent se transformer puissent le faire ensemble sur le même territoire. Et nous, on se voit comme un facilitateur de ça, et notamment au niveau des financements, pour vous aider à monter des dossiers de financement et aider à financer cette transformation. Donc voilà, donc il y a ce côté accompagnateur au niveau financement, et on a un rôle de coordinateur dans tout ça. Et c'est pour ça qu'on a parlé avec des experts de la transformation dans le secteur. On a créé un écosystème. Voilà, donc qui est représenté ici notamment au travers de Clément, le compagnie, mais aussi à travers d'Olivier avec le collectif L'Humain d'abord, qui sont deux organisations qui ont accompagné beaucoup de transformations en équipe autonome, plus d'une cinquantaine, et donc on a à cœur d'offrir à nos clients cette possibilité d'avoir le meilleur accompagnement possible. Une fois que vous êtes convaincu que cette transformation va pouvoir répondre au sujet le plus brûlant pour vous, qui est attirer et fidéliser les clients, les talents, et que ce sujet-là, il nécessite vraiment une stratégie de marque employeur. Et quand on a une stratégie de marque employeur, ensuite, il est essentiel, au-delà de la forme de cette stratégie de marque, que le fond soit là. Et le fond, des nouvelles façons de travailler, plus humaines, c'est vraiment essentiel en fait pour vraiment asseoir une belle stratégie de marque employeur. Voilà l'impact que nous cherchons à avoir. Et du coup, si je rebondis justement sur un petit peu l'ouverture de notre philosophie à nous, où on est allé de éditeur à accompagnateur, tu en as parlé, on est également devenu formateur, et pas uniquement à nos outils, mais bien au métier de nos clients. Voilà. Peut-être on peut faire une petite transition maintenant sur les enjeux de valorisation et d'attractivité. Est-ce que Sylvie, justement, vous pouvez nous parler de l'enjeu de la formation par rapport à cette problématique de l'attractivité et de la fidélisation, et quelle est la politique de formation que vous avez mise en place également chez vous? Oui, tout à fait. Alors effectivement, pour pallier au problème de recrutement, on a mis en place avec notre directeur en janvier 2022 le plan de développement des compétences. Donc on a fait venir dans nos locaux les organismes de formation, Uniformation, mais aussi Amaltia qui est venu pour nous expliquer quelle formation il était possible de suivre. Donc après ça, nous avons donc renseigné tous nos intervenants à domicile. On les a interrogés sur leurs souhaits, sur les thématiques métiers qu'ils souhaitaient suivre. Et on a eu un budget qui a été accordé par l'OPCO de 100 000 €.
Donc voilà. Après, il y avait aussi autre chose que je voulais rebondir, c'était sur la mise en place de la prime par cooptation aussi, qui a aussi aidé et qui aide à recruter. Alors au niveau des chiffres, on a eu depuis plus d'un an 3 coopteurs, 10 salariés cooptés, et sur les 10 salariés cooptés, 7 sont toujours là. Donc c'est une pratique qui fonctionne plutôt bien, et grâce aussi à la mise en place de cette politique de formation. On sent que les intervenantes sont motivées et ont envie d'être formées. Là, on a 3 intervenantes qui se sont positionnées sur de la VAE pour le diplôme d'AES, accompagnant éducatif et social. Et nous en avons d'autres qui se sont positionnées sur les formations d'aide à la toilette, gestes et postures, manutention des personnes âgées, entretien du cadre de vie et accompagnement aussi à la fin de vie. Voilà. Donc voilà, on se rend compte qu'il y a une belle dynamique. J'ai pas encore d'indicateur parce que du coup on a commencé les formations en octobre. Il a fallu mettre en place tout ça, mais on sent une belle dynamique par rapport à nos intervenants à domicile. Voilà. On ressent bien que justement cette politique de formation a un impact sur la marque employeur et la façon dont on peut en parler. Vous nous aviez expliqué en préparant la réunion que ça faisait partie des choses que vous racontiez dès l'étape de l'entretien. Et justement, Olivier, toi de ton côté, par rapport à cette dynamique de marque employeur, tu l'évoquais dans ta première intervention, mais voilà, qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que tu as mis en place par rapport à ces enjeux de valorisation ? Alors en fait, on a déjà beaucoup de cooptation. C'est un phénomène qui est croissant. Et quand vous êtes en cooptation, c'est tout bénef. Hein. Et on a eu régulièrement, depuis des années, mère-fille, classique. On a même eu, on va dire par alliance, mais 3 générations. On a eu une intervenante qui est pas loin de la retraite, qui a fait venir sa belle-fille. Et la belle-fille qui est chez nous a fait venir, sa fille travaille aussi chez nous. On est à 3 générations. Ça, c'est tout récent, c'est original, c'est chouette. Et en tout cas, peu importe le lien de familial, amical ou ancienne collègue, quand ça arrive, c'est tout bénef. En termes de valeur et en tout cas la personne est recommandée tout court, quoi. J'ai une petite question qui me tarabuste. Elles sont membres de la même équipe, les 3, de la même famille ? Alors, il y en a 2 qui sont aides ménagères, donc elles sont encore, elles travaillent individuellement, en autonomie le plus possible, mais individuelle, et l'autre est en équipe autonome. D'accord. Et c'est une belle histoire parce qu'en plus, on l'a recrutée comme aide ménagère et elle a passé en proie son titre ADVF. Voilà. On a plein de belles histoires comme ça. Voilà, donc la cooptation, c'est quelque chose qui marche pas tous les mois, mais qui est très, très régulier. Et puis pour rebondir sur la marque employeur, alors moi la marque employeur, vous m'auriez demandé ce que c'était il y a 2-3 ans, j'étais sec. Et en fait, on s'est rendu compte à l'APF à Rouen, mais comme tous mes confrères et consoeurs du collectif le Main d'abord qui sont transformés, en fait, inconsciemment, cette façon de travailler en équipe autonome, la relation qu'on a avec les salariés, la confiance qu'on leur donne, crée une vraie marque employeur. C'est-à-dire qu'elle attire les talents et elle sait les retenir. Alors, c'est pas uniquement sur l'aspect organisation. Nous, en tout cas, on joue beaucoup sur les valeurs de l'entreprise. Alors, les valeurs de l'entreprise et la raison d'être. Je dois parler à Clément pour ceux et celles qui sont en entreprise à mission comme à l'envie. Nous, on a une raison d'être qui nous relie en une phrase qui explique notre attention et pourquoi on fait ce métier tous ensemble. Et on parle beaucoup des valeurs quand on recrute. Et ce n'est pas les valeurs en termes de marketing avec des grandes lettres sur le mur, PowerPoint et compagnie. Nous, on essaie vraiment d'incarner, moi en tant que dirigeant déjà, les valeurs, l'équipe encadrante, toutes les auxiliaires de vie. Et on essaye toujours de mettre sur des faits opérationnels à quoi correspondent les valeurs. Alors, quelquefois, pour recadrer, quand ça ne va pas, il y a un cadre, mais on recadre par les valeurs. On essaie de donner du sens à ce qui ne va pas, mais aussi quand ça va bien. On met des mots, exemple, là, super, vous avez été solidaire, là, vous avez été co-responsable. En tout cas, on vend des valeurs et une façon de travailler qui est différente. Et ce qui est assez incroyable, c'est que ça attire facilement les talents. Alors, vous allez me croire ou pas, parce que lorsque j'en parle, on me regarde comme un extraterrestre, mais on n'a pas ou peu de problèmes de recrutement à la PF de Rouen. Voilà. De par la cooptation, d'abord, on a un faible turnover, donc on recrute 2 fois moins qu'avant. Déjà, quand vous conservez les salariés, vous recrutez moins. Et elles restent. Et elles savent pourquoi elles restent. Voilà.
et parce que je pense que ces valeurs, la raison d'être, on les incarne au quotidien. Ça transpire. En fait, vous créez une culture d'entreprise. Quand vous travaillez comme ça, quand vous changez la relation entre les gens, avec la hiérarchie ou pas, vous créez quelque chose de nouveau, une vraie culture d'entreprise, une raison d'être, quelque chose qui relie les salariés, un esprit un peu grande famille. Voilà, sans rentrer dans la secte, mais un esprit grande famille, voilà. Et ça, c'est super sympa à vivre. Enfin, moi, c'est une de mes plus grandes fiertés, c'est d'avoir créé, et c'est pas fini, hein, c'est comme un organe vivant, ça bouge, ça évolue, mais en tout cas, moi, en tant que dirigeant, je peux vous dire que c'est plus la même entreprise qu'il y a 12 ans, hein, même qu'il y a 5-6 ans. Moi, j'ai failli vendre il y a 5 ans parce que j'en pouvais plus, j'étais épuisé. Aujourd'hui, je suis épaté d'avoir des anecdotes presque au quotidien par les salariés, les bénéficiaires qui sont heureux. Et voilà. Donc la marque employeur, oui, c'est un vrai atout, surtout quand les demandeurs d'emploi, il y en a moins qu'avant. Et voilà, donc c'est plus un problème. Beaucoup moins. Formidable, et probablement qu'avoir un employeur heureux, ça aide à la marque employeur indéniablement. Clément, pour généraliser aussi un petit peu ce qui vient d'être dit à l'instant par Olivier, tu nous as parlé justement de 3 piliers dans ta transformation. Est-ce que tu peux nous partager ce retour-là ? Avec plaisir. En fait, être en équipe autonome, ça nécessite pas mal d'énergie et pas mal de formation, beaucoup de satisfaction, beaucoup de plaisir. On voit tous les aspects positifs que ça apporte, et Olivier a bien expliqué. Ça nécessite aussi pas mal d'énergie en termes de formation. Et ça, c'est vraiment pour nous le premier pilier pour valoriser les métiers. Et la formation est d'autant plus compliquée quand il y a 50% de l'effectif qui change tous les ans sur un turnover. Parce qu'en fait, on forme, mais la personne qu'on a formée s'en va. Et donc, il faut former en permanence, à la fois parce que c'est important, parce que c'est la demande, et d'autant plus quand on donne quand il y a des rôles et des missions en plus du métier d'auxiliaire pour les équipes. Nous, vraiment, historiquement, on a beaucoup formé les salariés sur 3 volets. Comment on travaille en équipe autonome, la connaissance des pathologies, notamment des troubles cognitifs auprès des bénéficiaires, et analyse de pratiques professionnelles. C'est un peu ces 3 piliers. Le dernier, on peut se poser la question si c'est une formation ou si c'est une analyse, mais en tout cas, on le met dans un cadre de formation, notamment pour le financement. Ça, on le fait depuis longtemps. Donc, nous, on a créé un organisme de formation à côté qui s'appelle Compagnie et qui forme aussi d'ailleurs d'autres structures. Mais ce qu'on a constaté, c'est que, il faut former en permanence, donc ça coûte quand même assez cher en énergie, en temps. Et puis, l'autre problème, c'est que ça ne résout pas complètement le problème de turnover. Et donc là, nous, ce qu'on a décidé chez Alenvie, c'est, au-delà de former beaucoup, c'est d'inscrire dans des parcours de formation sur 3 ans. Donc voilà, quand vous arrivez chez Alenvie, l'année 1, voilà ce que vous pouvez faire. Alors ça ne va pas être la même chose pour tout le monde en fonction des diplômes des personnes, des expériences, mais avec un parcours de la formation disponible en année 1, en année 2, en année 3, avec parfois des formations qualifiantes, parfois des formations juste apprenantes, entre guillemets. Voilà, donc ça, c'est vraiment notre objectif, et on pense que ça peut bouger quand même les choses sur le turnover, d'avoir une visibilité sur c'est quoi les dimensions sur lesquelles je vais pouvoir être formé, en dehors des formations diplômantes pour devenir aide-soignante ou autre. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, bien évidemment, c'est le modèle d'équipe, hein, on en a parlé, mais vraiment, c'est pour nous assez clé, en fait, parce que moi, j'aime bien dire que chez Alenvie, en tout cas dans les équipes autonomes, on a les mêmes problèmes que tout le monde. Même problème de planning, même problème de situation complexe à domicile, même problème que tout le monde. Par contre, comme on vit la résolution de ces problèmes en équipe, parfois on apporte des réponses un peu plus intelligentes, je pense, et surtout on les vit mieux. Un problème de planning un week-end, c'est pénible pour tout le monde. Si c'est co-décidé, ça marche quand même mieux que si c'est imposé. Donc pour nous, voilà, le deuxième pilier, c'est l'organisation, mais je ne vous refais pas, on en a beaucoup parlé. Ça permet de mieux vivre ce métier, incroyable, mais qui a quand même des choses difficiles, et les difficultés, on les vit mieux quand on n'est pas tout seul dans la galère, quoi. Voilà. Et puis, troisième élément, c'est les conditions salariales, c'est le salaire, c'est combien je gagne à la fin du mois. Tu as parlé de dialogue social tout à l'heure, Olivier. Nous, la mise en place des équipes autonomes, ça a permis de vraiment mettre en place un dialogue social, je pense, de qualité sur la transparence. On a un atelier qui s'appelle « Où va l'argent d'Alenvie ?» où on explique
entre ce que dépense le bénéficiaire et ce que l'auxiliaire touche par heure ou à la fin du mois en net, il est où l'argent en fait entre les charges, le coût de la coordination et ainsi de suite. Et ça permet d'avoir un dialogue assez constructif. Donc nous, on a un peu augmenté la base salariale, on est à 15% au-dessus du SMIC. C'est pas énorme. Par contre, on a fait beaucoup de choses pour pouvoir payer des heures sup tous les mois, sans attendre la modulation annuelle. Et ça, on l'a fait vraiment dans le cadre de la gouvernance partagée avec les équipes. Et donc, en gros, en 2 mots, nous, une équipe qui est dans ses heures a la possibilité de se payer en heures sup à la fin du mois. Donc, c'est un encouragement à ce que le planning se répartisse équitablement au sein d'une équipe. Voilà. Et ça change pas mal à la fin du mois et un salaire qui peut suivre. Voilà. Donc nous, on n'est pas satisfait de ces 50% de turnover, c'est assez frustrant. On pense que ce que je vous raconte là peut bouger les choses. Et en même temps, après, c'est aussi, voilà, on arrive à tourner avec ce rythme-là, mais on sent que si on gagnait 10 points ou 20 points de turnover, on voit que ça changerait tout, si ce n'est dans l'énergie du recrutement. Et tu vois quand même une tendance qui se dessine ou tu la vois pas spécialement? En fait, il y a des cycles, je trouve. En tout cas, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des cycles de départ et des cycles assez stables. On est dans un cycle assez stable, donc je ne sais pas si c'est une tendance ou un cycle. Mais en tout cas, en fait, de nouveau, on fait tout ça pas nécessairement pour réduire le turnover. Oui. On fait tout ça parce qu'en fait, on trouve que ça a du sens et qu'il faut le faire comme ça. Et si ça a l'effet bénéfique sur le turnover, on s'en réjouira. Donc c'est pas l'unique objectif recherché. Non, mais comme tu disais tout à l'heure, le turnover engendre du mouvement qui coûte un peu à tout le monde. Donc si on le réduit, on allège forcément l'accompagnement, la formation, l'intégration. Donc forcément, on va aider au bien-être de tout le monde. On voit le sens, on voit la tendance, même si ça se traduit pas aujourd'hui par des chiffres. Et surtout, on a envie de... Parce que c'est vite un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Donc si tu veux, c'est un peu une course. Parce qu'en fait, si tu te dis, bon bah non, en fait, je vais pas former, les salariés vont partir. Le modèle d'équipe autonome, il marche plus. Les salariés, enfin, tu vois, donc c'est un peu un combat, un sport de combat pour s'assurer que ton cercle il reste vertueux, quoi. Que la formation, elle va apporter, elle va fidéliser, elle va permettre le fonctionnement en équipe autonome. Parfait. Bah, alors vas-y, Olivier, je t'en prie. Si je peux me permettre d'abonder, je ne sais pas ce qu'en pense Clément, mais nous on trouve à l'APF de Rouen que la marque employeur qu'on a développée attire beaucoup et retient les générations YZ. Parce que les YZ, ils ont une relation au travail qui est différente de nous, enfin de ma génération en tout cas, moi j'ai 53 ans, et ils trouvent un intérêt quand ils peuvent avoir un équilibre vie pro, vie perso. Et dans le métier d'auxiliaire de vie, c'est quand même pas simple avec les amplitudes horaires qu'ont les intervenants dans ce métier. Et c'est pour ça qu'elles aiment ce dispositif où en plus on prône la confiance, l'autonomie. Cette génération-là est attirée par ça. Et en plus, comme elles gèrent leur planning, elles peuvent aménager beaucoup, en tout cas de manière plus satisfaisante et pas subie, leur planning d'intervention. Et je pense que la marque employeur pour ces générations-là, quand on fonctionne comme nous, ça fait aimant, ça fait vraiment aimant, quoi. Voilà. Tu as raison qu'il y a ce phénomène générationnel et qu'il va falloir attirer ces nouvelles générations parce qu'il y a quand même une population qui part aussi chez les intervenants à la retraite et qu'il va falloir trouver dans les nouvelles générations de quoi résoudre un petit peu la crise de vocation qui existe un petit peu dans cette génération. Alors Cyril, est-ce que tu peux nous partager un petit peu justement dans notre position, parce que c'est vrai qu'on est aujourd'hui encore essentiellement connu en tant que l'éditeur de Ximi. En toute transparence, autour de la table, il y a des clients Ximi ou de futurs clients Ximi. Donc globalement, comment et pourquoi est-ce qu'on a voulu apporter une réponse à ces problématiques d'attractivité pour nos clients au travers justement de ces 2 piliers d'accompagnement et de formation que tu as cités tout à l'heure? Nous, notre raison d'être, c'est de vous accompagner dans votre croissance. Et le constat qu'on fait tous, c'est que le frein numéro 1 à la croissance, c'est la capacité d'attirer et fidéliser les talents, les collaborateurs. Donc voilà, donc on a fait ce choix en plus de tout ce qu'on peut faire côté éditeur, et on en parlera, je pense, à la fin
cette table ronde, mais c'est de pouvoir accompagner la transformation d'organisation, comme j'ai pu l'évoquer, et également, Clément, tu parlais d'un combat quotidien un peu contre le turnover, mais justement qu'on puisse vous apporter des armes pour ça. Donc après l'arme de la transformation d'organisation, il y a l'arme de la formation continue, parce que c'est vrai que quand on voit qu'il y a entre 50 et 100% de turnover, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'une personne reste en moyenne entre 1 à 2 ans dans la structure. Donc si on arrive à faire passer ce cap des 2 ans, à aller vers les 3 ans, vers les 4 ans, là, les 3 ans c'est 33% de turnover, 4 ans c'est 25%. Bon, soyons fous, allons jusqu'à 6 ans. Voilà, donc et ça, la formation, pour nous, c'est une façon d'ancrer dans le temps la relation entre l'intervenant, l'encadrant et la structure. Et pour ça, on a mis en place, donc côté Amaltia, donc l'équipe de Xelia qui s'occupe de ça, une offre Amaltia Compétences qui propose des abonnements de formation illimités et entièrement digitalisés. L'idée, c'est qu'elle soit suffisamment abordable pour que, financement ou pas financement, vu le coût du turnover, ça vaut vraiment le coup de le prendre. Et dans la stratégie de marque employeur, quand je disais qu'il faut absolument du concret, de la substance, ben là, c'est quelque chose qui est très concret, qui est une marque de confiance, une marque d'un investissement dans la relation, dans la durée, de dire, ben voilà, vous avez accès à un abonnement pour une formation illimitée et pour ça permette de vous accompagner dans un parcours de progression sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et cette plateforme, elle permet un suivi, elle permet une animation et elle permet justement de rendre concret la montée en compétences, l'évolution vraiment dans un parcours professionnel. Et comme Clément, tu l'indiquais, il y a vraiment ce sujet de la revalorisation aussi des salaires. Vu le coût pour la structure d'avoir un turnover, le coût aussi de la non-qualité, parce que les gens ne sont pas forcément formés. Je crois que vous avez mis en place une politique de revalorisation à l'ancienneté, au bout de 3 ans justement. Donc voilà, donc nous, dans notre idée, ce serait intéressant aussi que la politique salariale de vos structures se calque sur la politique de formation, sur le plan de développement des compétences, de façon à pouvoir inciter les personnes qui s'inscrivent dans un parcours, qu'elles voient aussi concrètement en termes de salaire ce que ça peut donner. Et là, du coup, ça rend cette approche de la formation continue concrète, tangible pour tout le monde, et ça permet de sortir de ce cercle vicieux du turnover pour aller vers un cercle vertueux justement de la fidélisation des collaborateurs. Donc voilà, donc sur le sujet justement marque employeur du concret, ce que nous on peut apporter comme arme pour ce combat quotidien, voilà, cette offre Amaltia Compétences nous paraît vraiment intéressante. Nous avons des personnes sur le stand justement pour nous en parler. Alors, Anaïs, voilà, qui est dans l'audience, je ne sais pas si tu veux te lever. Alors, Anaïs, œuvre justement pour le lancement de cette offre avec nos premiers pilotes, dont Sylvie justement. Et donc n'hésitez pas à venir lui en parler. Du coup, excellente transition puisque tu regardais Sylvie. Est-ce que Sylvie, vous voulez peut-être nous partager vos premiers ressentis justement par rapport à cette approche digitale de la formation, parce qu'on sait que c'est quand même, on a tous dit depuis tout à l'heure que c'était très très important d'arriver à former les équipes, mais encore faut-il être en capacité de les envoyer en formation, de casser un peu les plannings pour libérer de la place, et en quoi finalement cette digitalisation de la formation a peut-être apporté une réponse à vos attentes. Oui, alors justement, donc au départ, on était parti sur de la formation en présentiel, je vous le cache pas, mais Sandra et Anaïs nous ont proposé ce pilote et d'essayer cette plateforme qui s'appelle 360 Learning, le LMS. Donc c'est une application en plus qui est téléchargeable gratuitement sur son smartphone et vous pouvez aussi suivre la formation en ligne. Donc ce qui est bien, c'est que effectivement vous suivez la formation à votre rythme en fait. Donc j'ai pu moi-même la tester en passant une formation
formation, le PPA, le plan personnalisé d'accompagnement, donc pour les encadrants. Et on est 13 salariés qui sont embarqués dans cette aventure et on a déjà des très bons ressentis. Donc voilà, chaque parcours est suivi d'un cheminement, d'un chemin, et vous avez pour chaque parcours plusieurs modules. Les modules sont constitués de plusieurs activités, des vidéos, des présentations interactives et aussi des fiches téléchargeables. Donc vous pouvez à tout moment rebondir dessus. Et le plus vraiment que je dirais de cette application, c'est le forum qui vous permet d'interagir avec les futurs apprenants et aussi avec un formateur. Donc vraiment, on a voilà, puis un gain de temps aussi, effectivement, on n'a plus besoin de remplacer les intervenants à domicile chez leurs bénéficiaires, et on a un accès illimité, vous y allez quand vous voulez. Moi, je me suis formée le soir et les week-ends. Voilà. Merci pour ce témoignage. Effectivement, il y a un très grand travail qui a été réalisé par les équipes d'Amaltia d'amener tout un contenu et un savoir-faire qui vient de l'intégration des équipes Brigitte Croft, Conseil et Associés qui ont rejoint Xelia et qui sont maintenant intégrés dans la marque Amaltia. Et donc tout ce savoir-faire, je ne sais pas si vous avez assisté d'ailleurs au jeu d'acteurs qui s'est passé autour du stand tout à l'heure, mais c'était assez impressionnant de voir justement nos formateurs être dans l'action. Et donc c'est tout ce savoir-faire et tous ces contenus qui ont été embarqués dans le parcours digital. Alors pour conclure et avant peut-être de prendre quelques questions, est-ce que Cyril, justement sur ces enjeux technologiques, on vient de parler de la digitalisation, de l'angle de la formation, mais est-ce que voilà, tu veux nous parler de quelle approche on a eue vis-à-vis des évolutions technologiques pour accompagner les transformations en équipe autonome et peut-être élargir sur d'autres sujets? Oui, effectivement, quand on parle attirer et fidéliser les talents, on considère que l'outil technologique, le logiciel, les outils métiers que l'on apporte font partie intégrante de l'expérience collaborateur et à ce titre jouent vraiment un rôle, notamment dans la fidélisation. C'est vrai, par exemple, pour les intervenants, avec Ximi Mobile, donc c'est le fait d'avoir finalement sur son smartphone l'application Ximi, et le fait de pouvoir, via cette application, être en relation avec le bénéficiaire, faire remonter des informations, être vraiment au centre du parcours d'aide et du soin. Et moi, j'aime bien dire que pour un intervenant, c'est quand même plus valorisant a priori de dire que son outil de travail, c'est un smartphone, et c'est reconnaître aussi la relation avec le bénéficiaire, les informations remontées, plutôt qu'une serpillière. Voilà. Donc il y a ce côté vraiment de valorisation du travail au travers des outils qu'on peut mettre à disposition. Mais il y a également tout le lien que cela crée supplémentaire entre les salariés, l'intervenant et la structure. Parce que voilà, c'est des services à domicile, donc la difficulté, c'est comment créer le lien avec le salarié quand il est la plupart du temps, quasiment tout le temps, pas avec la structure, pas dans la structure où passe de temps en temps, mais donc voilà, ce lien, il peut être fait via l'outil technologique pour permettre justement d'avoir une relation suivie entre l'intervenant et entre la structure. Et ce qu'on indiquait là, il y a quelques minutes, c'est en fait quand il y a un fort turnover et presque un plein emploi, dès qu'il y a un problème, il y a une solution de facilité, on va changer de structure. Donc là, l'idée, c'est de doter les personnes d'outils, de communication, de façon à faire en sorte qu'on traite un sujet avant qu'il devienne un problème. Et donc, l'outil technologique permet le lien entre l'intervenant avec la structure, mais également, et on a parlé des équipes autonomes, le lien, de matérialiser le lien d'équipe. Il y a la réunion d'équipe qui se fait, mais il y a aussi la possibilité, via l'outil, d'être en contact permanent et de pouvoir justement partager des expériences, partager des bonnes pratiques et grâce à la messagerie d'équipe, de respecter toutes les notions de RGPD tout en permettant une communication fluide. Et cette communication, elle permet également de traiter les sujets avant qu'ils deviennent des problèmes et de favoriser le sentiment d'appartenance. Voilà. Et donc, ce sentiment d'appartenance, ça fait que c'est une raison de plus de rester, finalement, dans la structure. Voilà, donc la technologie, elle permet de faire
de faire beaucoup de choses. Et quand on parle de marque employeur aussi, de montrer la confiance qu'on accorde à ses salariés. On a un autre exemple, c'est le portefeuille électronique, qui est un service que voilà, on vient de sortir. Pareil, Raphaël sur notre stand est là pour vous le présenter. Et ce service-là, il est là pour résoudre des sujets qui peuvent facilement devenir des problèmes. Qui gère l'argent des courses, comment se font les courses, comment on peut justifier les dépenses, comment on arrive à maintenir cette confiance. Le fait de pouvoir permettre via l'outil technologique de donner une carte de paiement à l'intervenant, ça résout beaucoup de sujets potentiels et donc ça évite des raisons de partir finalement. Et puis c'est une superbe marque de confiance puisqu'on peut dire voilà, vous accueillez votre intervenant. Alors c'est pas une carte de visite, c'est beaucoup mieux que ça, c'est une carte de paiement à son nom pour dire voilà, la structure vous fait confiance pour gérer les dépenses de vos bénéficiaires. Voilà, donc c'est des exemples très concrets pour symboliser le lien entre vos salariés et votre structure au travers de l'outil technologique. Et ce lien, il est indispensable pour la fidélisation. Et merci Cyril, je rappuierai effectivement en complément de ce que tu as dit sur le fait que dans les derniers mois, on a été beaucoup au contact justement aussi bien du collectif Humain d'abord, d'Alenvie, de compagnie, et donc on a beaucoup amélioré encore nos outils sur l'organisation en équipe autonome. Tu as cité Raphaël pour le portefeuille, vous avez Samy qui est à votre disposition si jamais vous posez des questions. Samy au fond de la salle, pardon, voilà, qui peut vous faire des démonstrations justement de cette autonomie à planifier depuis le mobile. Comment est-ce que ces gens organisés en équipe autonome ou pas encore peuvent déjà commencer petit bout par petit bout à introduire les premières pas vers l'autonomie. Voilà, on a beaucoup travaillé sur cette logique de communication, d'autonomie à planifier. Donc on a des très jolies choses à vous montrer. On a également travaillé sur les outils d'aide à la mise en place d'équipes. Voilà, donc on a travaillé sur des outils de cartographie, de sectorisation géographique, de pouvoir faciliter les affectations des gens dans les équipes. Donc n'hésitez pas à venir voir ça sur notre stand. On arrive à peu près au bout de notre conférence. Y a-t-il des questions dans la salle pour nos intervenants? Oui ? Je vous remercie pour cette présentation et j'entrevois les apports qu'il y a eu pour l'organisation. Donc côté employeur, côté salarié, il y a plein d'apports, c'est intéressant. Est-ce que vous avez pu évaluer, s'il y en a eu, mais des évolutions en termes, je dirais, de satisfaction client, d'amélioration pour le bénéficiaire? Est-ce qu'en bout de chaîne, le bénéficiaire, il sent que, compte tenu de l'organisation, il y a peut-être un travail qui est mieux fait différemment, etc. Est-ce qu'on peut s'intéresser à cet angle? Oui, alors c'est vrai qu'on a plutôt fait focus sur les salariés. Et, dès l'instant que vous réduisez les secteurs, vous créez des équipes, donc vous réduisez le nombre d'intervenantes au domicile, notamment de bénéficiaires qui ont des gros passages. Quand vous êtes sur des 2-3 passages par jour, 7 sur 7, vous passez de 10 salariés à 5. Je ne fais pas de dessin sur la satisfaction du bénéficiaire. Parce que souvent, ce qu'il nous dit dans un schéma traditionnel, j'en ai marre, encore une nouvelle, un nouveau, j'en peux plus, il faut que je réexplique tout. Là non. Quand vous réduisez quasiment par 2 le turnover aussi à son domicile, on est dans le cercle vertueux. Et puis, nous, c'est assez incroyable. En quelques mois, on a divisé par 2 les appels à l'agence, pour des motifs quels qu'ils soient, vu qu'on privilégie la relation des bénéficiaires avec les auxiliaires de vie. Ce sont elles qui font, ce sont elles qui savent. Donc du coup, ce sont elles qui sont quelquefois contactées ou qui appellent ou qui gèrent tout simplement sans qu'on nous appelle et qu'on refasse l'intermédiaire et qu'on retourne dans du pyramidal, quoi. Donc les bénéficiaires ils ont une relation de confiance et moins de personnes qui viennent, donc une relation de confiance qui s'instaure. Cercle super vertueux. Voilà. Oui, une autre question. Bonjour, merci pour votre présentation. En fait, je me retrouve un petit peu dans tout ce que vous dites sur ma manière de fonctionner. À vous écouter sur la manière de fonctionner, moi j'ai l'impression de me retrouver un petit peu sur l'équipe autonome. La seule différence, c'est que j'ai pas d'équipe. Comment vous décidez de créer des équipes? Est-ce que vous avez des points? Je sais
pas si j'ai été claire. Alors, nous, ça s'est vraiment fait par secteur géographique. Donc, en fait, c'est le secteur géographique d'abord des bénéficiaires et après des auxiliaires. Donc, ça nécessite parfois de changer les choses. C'est-à-dire qu'en fait, sur un secteur donné, il y a 30 bénéficiaires. On se rend compte qu'il y a certains auxiliaires qui pourraient mieux travailler dans un autre secteur. Donc, il y a un travail de sectorisation qui prend un petit peu de temps, qui pour nous démarre d'abord par vraiment territoire et bénéficiaires, et après, ce sont les auxiliaires qui viennent, qui démarrent. Nous, on a démarré comme ça, peut-être qu'Olivier peut compléter la réponse. Donc en fait, on a démarré une équipe, Paris 15e arrondissement, et donc en fait, on a recruté des auxiliaires pour cette équipe, et on ne mettait dans cette équipe que des personnes qui avaient un temps de transport raisonnable dans cette zone-là, et des bénéficiaires dans cette zone-là. Mais après, Non, pas mieux. En fait, alors c'est vrai que vous c'est différent, vous avez démarré comme ça, mais moi qui suis transformé, qui en connais des dizaines d'autres, en général, c'est ce dispositif. La logique, c'est la réduction de secteur. Enfin, on raisonne en termes de secteur. La proximité notamment du domicile des intervenantes. Parce que pourquoi ce métier est usant? Il est usant mentalement, physiquement parce qu'il y a beaucoup de trajets. Entre le domicile et les intervacations, déjà quand vous les faites travailler, quand elles sont plus proches de leurs bénéficiaires, que leur domicile est en plein milieu, vous réduisez tous ces temps de trajet qui sont usants, fatigants. Donc c'est la logique, c'est celle-ci en fait. Et il y a quand même aussi l'envie des intervenants parfois de travailler ensemble ou pas ensemble. Et donc il y a des petites exceptions. En fait, les groupes se constituent quoi. Parfois, il y a une auxiliaire qui va préférer travailler dans telle équipe historiquement, même si elle fait un peu plus de temps de trajet. Donc, nous, on va l'encourager à changer. Mais après, voilà, je trouve qu'il y a un petit process à mettre en place pour constituer les équipes avec des critères de décision. Et j'insisterai aussi sur le caractère autonome des équipes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de constituer des équipes, mais ces équipes, elles peuvent de plus en plus après s'autogérer. Et donc, voilà, c'est important au-delà du secteur, effectivement, mais se dire que progressivement se délègue de plus en plus de choses au sein de cette équipe. Et on dit, voilà, c'est l'équipe en fait qui devient le manager, c'est l'équipe qui manage. Et donc ça permet justement des prises de décision au plus proche du terrain, sans en référer à d'autres personnes qu'une concertation, un consentement au sein de l'équipe. Et ça permet justement d'avoir une meilleure adaptation par rapport au contexte territorial dans lequel il y a le secteur. Donc oui, il y a la sectorisation, il y a l'équipe, mais il y a aussi que l'équipe devient autonome, s'autogère, et qu'il y a des meilleures décisions qui sont prises parce que plus proche du terrain. Une question au fond de la salle d'un aidant, je crois bien. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Donc moi je comprends qu'il y a de plus en plus de partage de données, donc des données du bénéficiaire qui vont vers la structure et ensuite qui remontent vers Zelia qui propose des outils. Mon souci c'est de savoir la sécurisation de ces données partagées. Donc il y a des données de santé dans le projet Ségur. Maintenant avec le portefeuille électronique il y a des données bancaires. Moi, je vois qu'il y a une rotation du personnel, une fidélisation des salariés. Donc, mon souci, c'est comment est-ce que vous avez sécurisé ce partage des données. Là, je vois qu'il y a déjà 3 niveaux, le bénéficiaire, la structure et Zelia. Voilà, merci. C'est un point essentiel, effectivement. Justement, c'est là qu'il y a la réponse technologique en fait. C'est le fait de pouvoir avoir un système d'information vraiment au service de l'organisation, du fonctionnement. C'est aussi la garantie que toutes les données vont se retrouver dans ce système d'information qui est complètement sous le contrôle de votre structure. Et donc, en cas de turnover, en cas de départ, en un clic, voilà, la personne n'a plus accès à rien en fait. Alors que si jamais les choses se font ce qu'on appelle un peu dans l'ombre, en quelque sorte, avec des WhatsApp, des choses comme ça de coordination non officielle, vous ne pouvez pas avoir ça. Donc c'est pour ça que c'est essentiel. Le sujet du système d'information de la technologie est essentiel pour accompagner la conformité de votre métier. Voilà, donc c'est à la fois un outil pour faciliter les échanges, mais c'est aussi un outil pour sécuriser les échanges. Et pour compléter, du coup, sachez que, puisque ce que vient de dire Cyril, du coup, l'ensemble des données sont effectivement chez Xelia.
Mais Xelia, du coup, s'est mis à un haut niveau de sécurité pour protéger tout ça. Donc, nous sommes certifiés AGS, hébergement de données de santé. Nous sommes certifiés 27001 pour la sécurité de l'information. Nous sommes certifiés 27018 pour la protection des données personnelles. Et nous sommes certifiés ISO 20000 pour la qualité du management des services. Donc, on fait partie des rares entreprises en France à avoir cette quadruple certification. Et c'est pour vous dire à quel point on a cette pleine conscience d'avoir toutes ces données à notre niveau et qu'on en prend soin et qu'on est très régulièrement audité 2 fois par an pour garantir un haut niveau de sécurité aux clients et qui nous confient ces informations. Ensuite, effectivement, l'avantage d'un système bien unifié, bien intégré, par rapport à ce que vient de dire Cyril, c'est que le réflexe naturel, quand on se met en organisation autonome, par exemple, c'est d'aller choisir des outils simples comme le WhatsApp. Mais quand le salarié il quitte l'organisation, le WhatsApp, il reste toujours actif sur son téléphone. Alors que nous, avec le Ximu Mobile, effectivement, les accès sont coupés, mais comme les accès sont coupés et que les données sont chiffrées, ils ne peuvent pas accéder à ces informations une fois que les accès ont été coupés. Donc on a vraiment une protection de bout en bout qui est garantie par ça, sans être obligé de refaire des passerelles entre les systèmes qui créent des failles par rapport à l'accès à l'information. Je crois qu'on arrive tout pile à 13h30 au terme. Est-ce qu'il y a une éventuelle dernière question? Ah, une dernière petite question pour la fin. Merci beaucoup pour cette présentation. Ce que je voulais savoir, j'ai compris que les équipes étaient autogérées. Si cette autogestion entraînait un allègement des coûts qui se répercutait donc dans le salaire des salariés. Est-ce que ça vous avait permis d'augmenter le salaire? Juste, M. Saint-Olive a évoqué le sujet des salaires et pas les autres intervenants. Autogestion, moins intervention du manager, allègement des coûts, augmentation de salaire des salariés. Alors, on s'est regardé avec Clément. Clément a répondu sur la valorisation salariale. Nous, on est loin de 15% au-dessus du SMIC, parce que notre modèle économique ne nous le permet pas. Par contre, ce qu'on voit et ce que je vois chez beaucoup d'autres en équipe autonome transformée, c'est l'augmentation des contrats. C'est-à-dire du fait qu'il y ait des temps de réunion, des temps de tutorat, des temps non facturables. J'aime pas le terme non productif, non facturable. En fait, il y a un peu plus d'heures administratives, entre guillemets. Et nous, on voit régulièrement des intervenantes qui voient leur contrat augmenter de 10 heures, 15 heures, 20 heures par mois. Voilà. Donc c'est plutôt sur l'aspect, c'est comme du temps partiel, la majorité, on est tous pareils, en tout cas, voilà, subi ou pas, mais parce que le modèle économique est comme ça, mais en tout cas, oui, il y a une augmentation du volume d'heures. Voilà. Après, il y a toute la diversité du travail, terrain plus bureau, voilà, l'équilibre intéressant, mais la valorisation est plutôt sous l'angle volume d'heures. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation et on peut applaudir nos intervenants. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le stand si vous le souhaitez.